C'est une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Sommes-nous seuls? Et il y a 30 ans, notre invité a apporté la première réponse scientifique en découvrant la première planète orbitant autour d'une autre étoile que notre Soleil. Depuis, des milliers d'autres ont suivi et c'est un immense honneur d'accueillir sur cette scène le prix Nobel de physique 2019, l'astrophysicien Didier Queloz, qui répondra aux questions de Lamine Semmar et Théophile Thibaudeau, deux étudiants membres de l'association Symposium Central Supélec. Saut aux applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour Monsieur Queloz, bonjour Théophile, bonjour à tous. Alors juste pour commencer, à main levée, qui ici sait ce que c'est qu'une exoplanète? Ah quand même? Ok. Parfait, vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas. On est sans doute avec la personne la mieux placée pour nous en parler. Monsieur Queloz, qu'est-ce qu'une exoplanète? D'abord, merci de m'avoir invité, c'est très agréable. Une exoplanète, de manière très simple, c'est une planète, mais qui tourne qui est en orbite sur une étoile qui n'est pas le Soleil. Donc, toutes les étoiles du ciel ressemblent plus ou moins au Soleil. Ça marche pas? Ah, pardon, excusez-moi, ma faute, oui, pardon. Donc, d'accord, ok. Donc, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile qui n'est pas notre Soleil. C'est comme ça qu'on les définit. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vous propose maintenant de commencer par une partie un peu personnelle, professeur. Vous faites de la recherche en astrophysique depuis maintenant plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'astrophysique et qu'appréciez-vous dans votre pratique aujourd'hui? Alors moi, je suis un petit peu arrivé par hasard, je dois dire. J'ai toujours été très curieux. Et je dirais que si je suis devenu un scientifique, c'est principalement par curiosité. Quand j'ai fini mon bac, l'équivalent du bac en Suisse, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée. J'avais une certaine facilité pour les mathématiques, mais je n'étais pas un génie, je dois dire. J'étais un bon élève. Et j'ai choisi la physique. Et pourquoi la physique? Parce que pour moi, ce n'était pas un métier, c'était une éducation. Donc je me suis dit, voilà, je vais apprendre à apprendre des choses, je vais alimenter ma curiosité. Et c'est comme ça que je suis arrivé en physique, vraiment un peu par hasard, attiré par la curiosité et par surtout l'idée de ne pas choisir une profession. Donc j'ai vraiment jamais choisi de profession comme ça. Et puis voilà, en étudiant la physique, j'ai adoré de plus en plus. J'ai réalisé que j'avais un certain talent, j'arrivais bien à comprendre, j'arrivais à être à l'aise, j'aimais bien construire des instruments, j'aimais bien recueillir des données. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé dans mes études de physique. Et puis, au cours de mes études de physique, j'ai découvert l'astrophysique, entre autres. Et c'est une belle physique, ça m'intéressait. À la fin, ce qui m'a fait pencher pour l'astrophysique plutôt que la physique des particules, à l'époque, qui était très, très populaire à la fin des années 90, c'était l'idée d'aller sur des montagnes, d'aller dehors, de visiter des sites avec des télescopes. Je suis quelqu'un qui aime bien la nature. Je faisais énormément de ski à l'époque. Et je suis parti un peu émotionnellement vers l'astrophysique. Mais je n'ai pas du tout construit de télescope. J'avais pas du tout, vous savez, c'est des gens qui ont cette obsession. Pas du tout. C'est vraiment la curiosité. Et c'est terrible parce qu'elle n'a pas changé. Mais quand je dis elle n'a pas changé, j'ai autant d'intérêt pour la chimie, pour la physique en général, pour la psychologie sociale, pour l'histoire. C'est juste une sorte de... J'ai besoin d'assouvir cette sorte de besoin de comprendre. Et la physique m'a beaucoup apporté. Et l'astrophysique, à la fin, a été un choix un peu par hasard. En 2019, donc, vous avez obtenu le prix Nobel de physique, qui ont récompensé vos travaux de thèse et votre découverte de la première exoplanète connue. Comment cette découverte s'est-elle passée? Alors ça, c'est une longue histoire. C'est une histoire assez compliquée. Il y a toujours l'idée qu'on a des visions, on a l'intuition et tout. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe en général quand on fait une découverte majeure. Souvent, on est assez surpris de ce qu'on fait et on n'a pas les idées très claires. Quand j'ai commencé ma thèse, il n'était pas du tout question d'aller chercher des planètes. C'était pas du tout dans l'agenda. Le mot n'avait jamais été prononcé avec Michel. Mais Michel voulait une machine qui permettait d'aller détecter des petits objets autour d'autres étoiles. Et à l'époque, le grand sujet, c'était si on baisse la masse des étoiles, ces étoiles n'ont plus assez on va dire, de poids, de pression pour démarrer la fusion nucléaire. Et à ce moment-là, c'est une sorte d'astres morts, quelque part, qu'on appelle des naines brunes. Et ça, c'était le grand sujet, d'essayer de comprendre, mais alors quand on va vraiment en bas de ce qu'on appelle la séquence principale, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on trouve? Et c'est un peu cette idée, basée sur les 20 ans précédents où il avait fait beaucoup de dynamique stellaire,
qui l'a poussé à développer un nouvel instrument. Et coup de chance, l'Observatoire de Haute-Provence cherchait un nouvel instrument également pour son télescope à utiliser pendant ce qu'on appelle les nuits claires, donc les nuits où il y a la Lune, où on ne peut pas vraiment observer des objets très très faibles. Et c'est cette combinaison qui a mené l'idée de construire Elodie. Moi, je suis arrivé comme étant l'étudiant qui allait construire Elodie, qui allait faire tout le système informatique, qui allait mener le projet, avec le support énorme de tous les ingénieurs de l'Observatoire de Haute-Provence. Et puis, au fur et à mesure, on a réalisé que l'instrument pouvait vraiment être très précis. L'idée, c'était d'avoir une précision bonne, mais certainement pas de faire des planètes dès le début. Mais dès qu'on a commencé à mettre l'instrument en service, on a réalisé qu'avec 2 ou 3 astuces, on arrivait à avoir une précision qui était très, très bonne. C'était un peu un jeu pour moi. Il y a toujours cette sorte d'anecdote que Michel raconte. Il disait, ouais, il pensait que c'était un travail de 6 mois pour faire ce travail. J'ai mis 3 ans pour le faire. Mais en fait, il m'avait demandé de faire une machine qui était à 30-50 mètres par seconde de précision. Et finalement, il a eu moins que 10 mètres par seconde. Donc c'est vrai, voilà, il y a eu une sorte de deal. Ça a été beaucoup plus compliqué, mais ça a été bien meilleur. Et quand on arrivait à 10 mètres, c'était magique parce que 10 mètres, c'est l'effet de Jupiter, notre Jupiter, sur notre Soleil. Donc notre Jupiter, au cours de son orbite, déplace la vitesse de notre Soleil de 10 mètres par seconde dans un sens et dans l'autre. Donc on s'est dit, on est une machine qui peut trouver des planètes. Et à ce moment-là, c'était en 1993-93, on s'est dit, mais en fait, on peut chercher des planètes. Et à ce moment-là, il y avait un autre groupe de l'autre côté de l'Atlantique, Jeff Marcy, qui avait démarré un programme juste une année avant. Donc on savait que c'était dans l'air. Et on savait aussi qu'une équipe de Canadiens avait commencé de 15 ans avant. Alors eux, ils voulaient chercher des planètes vraiment, mais ils avaient très peu d'étoiles. Ils avaient moins de 10 étoiles comme le Soleil. C'était assez difficile. Et ils n'avaient pas vraiment eu de résultats. Donc on a démarré comme ça un peu par une succession, on va dire, de choix d'opportunités. Mais après, on a vraiment construit le programme en se disant, on va prendre une centaine d'étoiles et puis on va voir ce qui tourne autour de ces étoiles. Alors, dans la proposition pour accéder au temps, Michel était relativement rusé et prudent. Il disait, si je dis que je cherche des planètes, je n'aurai jamais le temps parce qu'on va me prendre pour un fou. Donc, on va dire, on va chercher des choses qui tournent autour de ces étoiles jusqu'aux planètes. C'est dans le texte, ça peut être vérifié. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et puis, évidemment, aucun d'entre nous n'imaginait qu'on allait trouver la planète aussi rapidement. Parce que l'image qu'on avait, à ce moment-là, c'était le système solaire. Donc, système solaire, Jupiter, il faut 10 ans pour voir quelque chose. Donc, Michel, tout à fait justement, il avait son temps de sabbatique, il est parti en sabbatique, il m'a donné les clés, il m'a dit, écoute, amuse-toi avec l'instrument, démarre le programme. Ça tombait bien, moi j'étais en fin de thèse. Je pouvais faire plein de choses encore pour combiner ma thèse. Et puis c'est là qu'évidemment, une des étoiles était 51 PEG. Alors, au moment où j'ai commencé à l'observer, je ne vous cache pas que ce n'était pas très agréable parce que vous vous attendez à ce que toutes les étoiles sont relativement stables sur une échelle de temps courte, rien ne doit bouger. Et puis vous voyez des variations d'une nuit à l'autre, donc vous dites il y a un problème. Et à ce moment-là, il n'y a aucun moment j'ai pensé que c'était une planète. J'ai vraiment pensé que c'était un problème très sérieux dans la manière dont on avait construit l'instrument, dont on réduisait les données. Donc les quelques mois qui ont suivi l'accumulation des mesures à ce moment-là ont été un effort solitaire assez intense et assez déprimant parce que d'abord, j'en ai parlé à personne parce que je pensais que c'était un truc que j'avais fait faux, donc je n'étais pas trop fier. Et puis je me dis, je vais résoudre le problème, puis après, il n'y aura plus de problème. Ben non, après, il y a eu encore un gros problème, c'est que ça restait, puis à un moment dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai, et à un moment, il y a une sorte de clic, ça doit être une planète. C'était une folie quand on y pense. Je vais trouver une orbite, je vais faire une prédiction, et puis je suis arrivé au mois de mars, comme ça, 1995. Et là, je dis, maintenant j'ai assez d'éléments, je peux parler avec Michel. Je lui envoie ce fax, je dis, écoute Michel, je crois que j'ai trouvé une planète, grand seigneur. Il me dit, oui peut-être, attends que je rentre. Bon, il me l'a dit plus tard. Je n'ai pas voulu vraiment te dire, mais c'était cinglé comme idée. C'était vraiment... mais c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui est très agréable de travailler avec. Il ne voulait pas me déprimer. Il m'a dit ça. Puis évidemment, il a bien vu les données. Et puis au moment, il m'a dit, écoute, ouais, je dois avouer que c'est troublant, c'est vrai, c'est la seule explication qu'il y a. On est allé vers d'autres effets qui pouvaient créer le même effet, rotation, pulsation. On s'est dit, non, mais la seule manière d'être sûr, c'est de le réobserver. Alors, j'ai fait une prédiction, ça s'appelle une éphéméride. Comme en science, hein, on a des données, une théorie, on peut refaire une prédiction. Si ça marche, la prédiction, on va y croire. Alors voilà, on a attendu que l'étoile revienne parce qu'elle passait derrière le Soleil. Au mois de juillet, on est revenu juillet 1995. Michel était avec moi.
J'avais ma prédiction, chaque jour je prédisais la vitesse, et puis c'était comme un rêve. Hein. La première nuit, poum, la vitesse attendue. Bon, coup de chance, vous vous dites en tant que scientifique, coup de bol, on va réobserver le jour après. Deuxième nuit, la vitesse change, l'observation change aussi, même vitesse, vous dites, ah, c'est pas mal, ça marche toujours. Ouais, non, 2, c'est pas assez. Troisième mesure, la même chose. Puis à la troisième, comme on est suisse, on dit, c'est pas assez, on va encore être sûr. C'était la quatrième nuit. Et la quatrième nuit, on s'est dit, ça y est. Et là, on a commencé à paniquer. Parce qu'on s'est dit, bon, il va falloir annoncer ça au monde. Et on a bien réalisé qu'on allait avoir un gros problème. Parce que d'abord, on était inconnus dans le domaine. C'est une nouvelle machine. On n'était que 2. En général, on s'attend d'avoir un énorme groupe de recherche pour un truc pareil. Vous voyez, c'est une question qu'on nous a dit, comment ça se fait que la NASA n'ait pas trouvé ça avant vous? Bah, désolé. Ils étaient moins bons. Et puis, il fallait convaincre nos collègues. Et on savait que ça allait être très difficile parce qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer cette planète. C'était une planète de la masse de Jupiter à 4 jours de période, donc elle était à peu près 20 fois plus proche que ne l'est la Terre de son orbite. Donc, il va même plus proche que Mercure. Ça n'avait aucun sens. Il y avait un beau modèle de formation du système planétaire qui était connu, qui avait été testé, qui était accepté, et on savait qu'on allait face à un mur. Mais bon, au bout d'un moment, la science s'est faite de données, il ne s'est pas fait de théorie. Donc on avait des données qui étaient claires, on avait une analyse qui était claire, qui était propre. On est allé devant nos collègues et ce n'était pas très agréable pendant plusieurs années, je dois dire. En particulier pour moi, qui était un jeune chercheur, j'ai eu un petit moment de panique à un moment donné. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur? Et puis, heureusement, j'ai eu de la chance. Nos collègues américains ont très vite confirmé nos données. Donc je me suis dit, non, je n'ai pas fait d'erreur, donc c'était déjà bien. Puis après, il a fallu encore plusieurs années pour convaincre nos collègues qu'on n'avait pas vu un effet bizarre lié à une sorte de pulsation étrange, inconnue, etc. Il a fallu un bon moment. Entre-temps, on avait déjà trouvé une dizaine de nouvelles planètes encore, et puis tout s'est arrêté en 1999, quand le premier transit a été trouvé. Et là, les gens ont accepté l'évidence qu'effectivement, il existait des planètes différentes de celles qu'on avait dans le système solaire. Donc c'était vraiment une très longue progression, mais aussi très belle, parce qu'on montre qu'à la base, vous pouvez avoir la meilleure théorie du monde, à la fin, c'est les données qui vont vous dire ce qui est vraiment la réalité. C'est comme ça qu'on est arrivé à la planète. Et si cela a été accepté, comme vous venez de le dire, par la communauté scientifique en 1999, pourquoi a-t-il fallu 20 ans à l'Académie des Nobel pour décider de vous décerner ce prix? Alors ça, là, on va dans le secret des dieux de l'Académie Nobel. En fait, si on n'en fait pas partie, on n'a aucune idée. Et puis même si on en fait partie, on ne dit rien. Donc c'est très difficile de répondre. C'est comme les élections de pape. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais on sait que ça se passe. À la fin, d'abord, il faut réaliser qu'il y a énormément de travaux scientifiques majeurs et que c'est qu'une fois par année et qu'il y a au maximum que 3 candidats qui sont proposés. Donc, c'est comme quand vous allez, choisir votre dernier iPhone, faites la queue. C'est tout, vous attendez. Et puis, beaucoup de gens sont dans la queue, ils mériteraient de l'avoir, puis ils n'arrivent pas, parce qu'ils meurent avant. Donc, en fait, c'est terrible, mais il y en a plus que vous pensez. Il y a une centaine de propositions chaque année pour la physique, et puis il n'y en a que 3. Donc, en fait, il y a des tas de critères qui me dépassent complètement ici. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance de vivre cet événement encore relativement jeune, ce qui est un privilège, je pense, parce que beaucoup de gens doivent attendre 30, 40 ans. On n'a pas encore attendu très longtemps par rapport à d'autres gens. Donc, il faudrait inviter un membre de l'Académie Nobel, mais je vous défie d'arriver à lui extraire quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez juste bien coller votre micro? Oui, c'est juste, désolé. Il y a des gens qui ont mal à vous entendre. Pardon. Oui. Alors justement, le Nobel, c'est un rêve pour beaucoup, peut-être même certains dans la salle, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui change concrètement le lendemain matin? Alors, je dirais, d'abord, je déconseille d'avoir un Nobel. En tout cas, de l'attendre, parce que vous pouvez attendre longtemps. Je pense que c'est vraiment un de ces prix, on les a tous dans la tête, mais en fait, vous savez très bien que votre chance de l'avoir est quasiment 0. Donc, c'est mieux de ne pas l'attendre, c'est mieux d'être surpris. Et d'ailleurs, tout le monde est surpris, parce qu'on se dit « Ah, c'est incroyable, vous avez pensé à moi », parce qu'on sait que potentiellement, on peut l'avoir, mais il y a beaucoup de travaux extraordinaires qui peuvent potentiellement l'avoir. Donc, c'est vraiment une sorte de cadeau comme ça qui arrive. Puis non, avec le cadeau vient un petit paquet qui est en fait, qu'est-ce qu'on fait du Nobel? Alors vous avez 2 options, vous faites rien, d'accord, vous allez à la cérémonie, un très bon dîner, vous recevez une belle médaille en or, vous recevez un joli magot sur un compte en banque, puis voilà, puis vous continuez, c'est tout à fait possible de faire ça.
Dans mon cas, c'était un peu plus délicat parce qu'en le recevant relativement jeune, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'en faire quelque chose? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tout un travail assez intéressant, d'ailleurs que l'Académie Nobel fait. Il nous invite pendant une semaine et en fait, il nous explique qu'est-ce que c'est que ce prix. En fait, il n'est pas à nous expliquer, il nous montre simplement qui était Alfred Nobel. Et ça, c'est assez remarquable de le voir de cette manière-là, parce qu'Alfred Nobel, c'est pas simplement le prix Nobel. Je dirais, c'est peut-être un des premiers grands humanistes qui a imaginé un élément supranational. Alors, il y en avait un avant lui, c'était Henri Dunant, avec la Croix-Rouge. Il faut réaliser qu'à la fin du 19e siècle, il faut bien se remettre dans le contexte, à la fin du 19e siècle, on est 15 ans, 20 ans avant la Grande Guerre, qui allait complètement transformer, on peut dire, l'humanité dans sa structure, dans son fonctionnement, qui allait être repris encore par une Deuxième Guerre mondiale plus tard. Donc on est dans un moment où on est très très loin d'imaginer une sorte d'ordre supranational. Et c'est maintenant un sujet qui revient en plus d'actualité actuellement. Donc Alfred Nobel, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir une vision qui est probablement liée à son histoire. C'est un génie, il parlait 7-8 langues, il vivait en Russie, en Allemagne, en Italie, en France, en Suède, voilà. Donc, ce qui a posé des problèmes au cours de sa mort, de savoir qui avait l'héritage Nobel. Pour la petite histoire, le grand débat, c'était est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est la Suède? Finalement, la décision a été une décision légale. Votre lieu d'habitation, c'est où vous avez votre carrosse. Il avait laissé son carrosse en Suède, pas de chance pour la France. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à la fin, l'idée généreuse de dire on va faire un prix universel qui traite de la connaissance. C'est incroyable quand on y pense, l'idée d'imaginer ça. Et puis on va l'ouvrir à tous. Alors il a fallu beaucoup de temps pour que des femmes accèdent au prix Nobel. Ça n'a pas été tout de suite, mais il n'y avait rien qui les interdisait. Marie Curie, par exemple, c'est un des très bons exemples qu'on cite très très souvent. Et puis, indépendamment de votre culture, de votre langue. Et c'est ça vraiment, en fait, cet élément-là. Alors, quand vous avez un prix Nobel, vous êtes dépositaire de cet héritage, quelque part. Et moi, je dis toujours, on devient un peu un ambassadeur de Alfred Nobel. Et on essaye un peu d'expliquer et de communiquer qu'est-ce que c'est que cette connaissance? En quoi la connaissance est utile, est un bienfait de la société? Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais assez besoin de communiquer ça. Quel est le rôle de la connaissance? Est-ce que la connaissance est nécessaire? Est-ce qu'elle est utile? Et c'est un peu ça qui s'est passé dans mon cas. Donc moi, j'ai décidé activement de passer une partie de mon temps à communiquer. C'est pour ça que je suis là, avec vous ce soir. Autrement, je serais dans mon labo. Je vous propose de passer maintenant à une seconde partie sur un sujet qui fascine, au-delà des scientifiques en astrophysique, le sujet de la vie extraterrestre. Par exemple, récemment, Barack Obama a affirmé que les aliens existaient certainement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite vous poser la même question, professeur. Pensez-vous qu'il existe des formes de vie en dehors de la planète Terre? Moi, je pense que Barack Obama a raison. Je pense qu'il a raison. Il y a des tas d'arguments qui nous mènent à cette conclusion. Le premier élément, c'est un argument esthétique qui avait été prononcé par Christian de Duve, qui disait simplement la chimie, les fonctionnements de la physique sont identiques partout dans l'univers. Ça paraît juste impensable que la chimie de la vie qui est apparue sur cette planète ne soit pas passée ailleurs. Donc, simplement par un principe esthétique, on ne voit pas pourquoi il y aurait un élément universel, unique ici. Ça ne fait pas partie de la manière de fonctionner en physique. On a tendance à universaliser les comportements. Il n'y a rien de spécifique au fait qu'on soit sur cette planète. Donc ça, c'est l'élément esthétique. Maintenant, il y a plein d'éléments pratiques. Simplement, on observe sur les planètes du système solaire, on observe sur Mars qu'il y a beaucoup de similarités avec la Terre. On sait que Mars, après 1 milliard d'années, avait clairement des océans. Et on peut vraiment se poser la question, est-ce que la vie aurait pu apparaître sur Mars? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir explorer ça et peut-être en amener des évidences. Il y a beaucoup de traces qui mènent dans la bonne direction maintenant, on n'a pas d'évidence encore. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus? Et puis maintenant, on a des milliers et des milliers de planètes. Maintenant, l'idée d'une planète sur une étoile, c'est banal. La question n'est plus de savoir s'il y en a, la question est de savoir à quoi elle ressemble. Donc on peut imaginer que vous regardez le ciel, si vous voyez les étoiles ce soir ou un autre soir,
toutes les étoiles que vous avez ont des planètes. Simplement, elles sont différentes, plus grosses, plus petites, plus proches. Et il y a cette diversité de possibilités de réaliser une chimie de la vie. Donc la question maintenant, est-ce que la chimie de la vie est universelle? Est-ce qu'elle nécessite une série d'événements très particuliers? Ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas arriver à le comprendre. Il n'y a rien de magique, c'est juste un problème compliqué. Maintenant, la chimie a tellement fait de progrès. Imaginez-vous que, allez, 50-60 ans en arrière, on n'avait aucune idée du code génétique. Maintenant, vous prenez un petit peu de votre salive, puis en 10 minutes, on vous dit tous vos ancêtres, on vous donne vos liens génétiques. Vous voyez, c'est assez extraordinaire comment très rapidement on peut passer d'un côté à un autre. Vous voyez, on n'avait pas de planète il y a 30 ans, maintenant on en a partout toutes les étoiles. Donc moi, je pense que l'idée de la vie universelle, partout dans l'univers, elle est absolument vraie, elle est réelle, parce que la chimie est totalement universelle. Évidemment, il faut des conditions minimum, on peut les débattre. Est-ce qu'elles sont très limitées? Est-ce qu'elles sont très larges? Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avancer dans cette direction. Maintenant, il y a une autre question, et c'est là que peut-être il y a la confusion. Est-ce que la vie mène à la conscience? Parce que là, on parle après de conscience. Après, conscience, développement de connaissances, civilisation, etc., etc., etc. Ça, c'est une autre question, parce que ça, on pourrait imaginer que l'ensemble des événements qui permettent la conscientisation de la vie sont rares, pour deux raisons. La première, il faut peut-être du temps. Donc il a quand même fallu près de 4 milliards d'années pour que la conscience apparaisse sur Terre. La vie est apparue un peu moins après 1 milliard d'années. Ça fait 4,5 milliards d'années maintenant que la Terre a été formée. Donc il y a plus de 3 milliards d'années où la vie est là. La conscience apparaît très tard, donc il faut du temps. Est-ce qu'il faut des événements très improbables? Est-ce que s'il n'y avait pas eu une sorte de catastrophe qui avait privilégié les mammifères par rapport aux dinosaures, aux reptiles, il y a uniquement 60 millions d'années, est-ce qu'on en serait là? Est-ce qu'on serait en train de discuter maintenant? Vous voyez, il y a tous ces éléments-là. Donc après, de dire qu'il y a une autre conscientisation dans l'univers et d'autres civilisations, ça, c'est un pas que je ne ferai pas. Et peut-être qu'on est peut-être les seuls à ce moment-là, dans la galaxie, à avoir ce type de conférence. C'est bien possible. Maintenant, il y a un troisième élément qui maintenant est de plus en plus apparent, c'est que la conscientisation permet d'appréhender l'univers, de l'appréhender avec nos moyens limités, mais qui sont incroyables parce qu'on les a développés avec les mathématiques, avec toute cette pensée rationnelle, et on peut se promener dans le système solaire. Donc ça veut dire qu'on a des pouvoirs extraordinaires. On a quitté la gravité de notre planète Terre. Le problème, c'est qu'on a en même temps compris comment marchait le Soleil et qu'on peut le reproduire sur Terre. Donc on a en même temps ce pouvoir extraordinaire de destruction. Donc je dis que c'est un des grands pouvoirs divins qu'on a. On a juste commencé par le faux, celui de détruire. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte maintenant, on voit bien comment on fonctionne. Notre cerveau qui est basé sur un apprentissage, une évolution qui n'a pas beaucoup changé depuis 100 000 ans, qu'on se comporte comme on était il y a 100 000 ans, mais avec un pouvoir qui, pour une dizaine de personnes sur Terre, mène à la destruction de notre espèce. Donc en fait, c'est comme si vous êtes un bébé, quelque part, puis on vous donne des bâtons de dynamique. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est peut-être en fait le plus gros problème qu'on a actuellement, et c'est peut-être malheureusement la solution au paradoxe de Fermi, qui est fameux, et qui fait que c'est pour ça que je dis la vie probablement, mais la vie consciente, probablement pas. Mon seul espoir, c'est qu'on va pouvoir, en tant qu'espèce, vivre assez longtemps pour pouvoir laisser quelques traces et pouvoir mieux comprendre ça. Mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Vous parliez au début de votre réponse d'évidence, de preuve de vie, mais concrètement, comment cherchons-nous la vie? N'est-il pas possible que la vie extraterrestre soit tellement différente de la vie sur Terre qu'on ne puisse pas l'identifier? Alors, la vie pourrait être différente, comme elle l'a été sur Terre. Si vous regardez l'histoire des évolutions de la vie sur Terre, quand vous regardez les animaux, uniquement les animaux, donc là, on ne parle que du dernier demi-milliard d'années. L'explosion du Cambrien, on a des animaux de toutes les formes possibles et inimaginables. C'est juste fabuleux de voir. Vous allez dans un musée, ils ont des maquettes. Ils vous remontrent les copies de la Châle de Burgess avec tous ces animaux. Donc il y a eu une énorme diversité du vivant, et ça on le sait et on l'observe aujourd'hui. On observe cette énorme diversité du vivant. Donc de ce point de vue-là, c'est sûr. Maintenant, si vous raisonnez en oubliant les animaux, vous allez sur les bactéries. Les bactéries, elles sont immortelles sur notre planète Terre. Elles sont les mêmes, elles ont évolué, bien évidemment. Les virus aussi ont évolué. Bon, les virus, c'est semi-vivant, mais les bactéries et les virus,
Ils sont les mêmes, ils étaient là depuis le début, c'est nos ancêtres, hein, on est formés d'eux, on a des tas de morceaux qui viennent d'eux à la base, dans notre corps. Et en fait, eux n'ont jamais changé. Donc il y a des sortes d'éléments universels qu'on pourrait imaginer retrouver. Maintenant, si vous cherchez des animaux, si vous cherchez E.T. avec des yeux, ça c'est autre chose. Maintenant, si vous allez sur la chimie en elle-même, peut-être que le code génétique n'est pas unique, peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'en fait c'est un optimum. Donc peut-être qu'effectivement, aller chercher une sorte de code pseudo-génétique, peut-être pas exactement l'ADN, mais une sorte d'ARN, mais même un ARN, même peut-être plus primitif. Et maintenant, on trouve des morceaux d'ARN. Il y a tout un développement fascinant avec l'ARN qu'on n'arrivait pas à faire parce que l'ARN est très fragile, donc c'est très difficile à manipuler. Donc, on peut imaginer là, puis après on peut aller encore plus bas. On peut se dire, non, mais peut-être c'est un autre système. N'empêche qu'on est quand même dans de la chimie. Et puis probablement avec du carbone, parce que le carbone, c'est une sorte de brique Lego universelle. Et puis en chimie, c'est comme faire de la cuisine. Si vous chauffez pas ou si vous agitez pas pour faire de la crème, il se passe rien. Vous pouvez prendre votre pot de crème, vous le regardez, il va pas devenir de la crème fouettée. Hein. Vous devez le secouer, vous devez mettre de l'énergie kinétique. Si vous voulez transformer quelque chose, vous allez le cuire, vous allez mettre de l'énergie. Ou alors vous allez sécher avec le soleil, vous pouvez aussi faire ça. Vous allez mettre de la chimie, vous allez mettre du sel, puis ça va réagir, il va y avoir une réaction. Donc vous devez apporter de l'énergie, vous devez faire quelque chose. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de choix en chimie, vous devez partir très haut au niveau de l'énergie. Le carbone, c'est une sorte de brique Lego, vous pouvez agripper au carbone de l'azote, de l'hydrogène, ça vous fait une bombe atomique, ça s'appelle l'HCN, c'est l'acide cyanhydrique, mortel, hein, jouez pas avec. Extraordinaire, vous partez avec un niveau d'énergie très haut et à partir de là, vous avez une cascade d'événements que vous pouvez créer et puis vous êtes un peu aidé par le rayonnement solaire parce que lui va aussi bouger les électrons et vous pouvez imaginer un cheminement de la vie. Et ça a été fait. Il y a eu des progrès phénoménaux ces 10 dernières années qui montrent une progression de chimie possible. C'est une alternative au fond des océans qui a beaucoup de problèmes. Donc, il y a des éléments intéressants au niveau de la chimie qui montrent que probablement, il y a des sortes de lignes générales de chimie. Maintenant, si vous allez beaucoup plus loin, ça devient compliqué, parce que là, vous commencez à imaginer des choses difficiles, genre est-ce qu'on doit prendre le silicium, des choses comme ça. Puis ça, c'est trop rare. Le carbone, il y en a partout. Donc, prenons le carbone, il y en a partout dans l'univers. Donc, puis après, vous imaginez, non, mais est-ce que la vie, c'est une conscientisation de l'univers? Là, vous êtes au-delà, quasiment, voilà, de ce qu'on peut faire. Et vous pouvez imaginer après des machines conscientes. Vous pouvez imaginer, mais là, on est dans un débat complètement différent. Mais en termes de chercher de la vie biologique, hein, sur les éléments biologiques, je pense qu'on a quand même des éléments de fondement sur lesquels on peut baser une certaine tactique de recherche. Pourquoi on va sur Mars? Parce qu'on sait qu'il y a de l'eau. Pourquoi on est intéressé? Parce que s'il y a de l'eau, il y a probablement de la chimie, il y a probablement des réactions chimiques qui sont faites avec les rochers. Et on aimerait bien ramener des morceaux parce qu'on aimerait regarder des isotopes, on aimerait chercher des décalages, des asymétries. Les analyses isotopiques, c'est bien connu pour la vie. Et le meilleur exemple, c'est carbone 14. Tout le monde connaît le carbone 14. Pourquoi on s'intéresse au carbone 14? Parce que le carbone est retransformé par la vie en permanence. Et en transformant, la vie va traiter différemment les isotopes du carbone. Ça veut dire que la vie va transformer le carbone, va en privilégier un, et c'est pour ça qu'on peut utiliser le carbone comme un dateur le moment où la vie s'est arrêtée. Donc c'est un des éléments. L'autre élément, c'est Pasteur qui l'a trouvé, c'est que la vie utilise des molécules qui sont structurées, qui sont ordonnées géométriquement. On parle de main droite, main gauche, hein, et son génie, c'est d'avoir vu ça avec des expériences de polarisation en étudiant les résidus du vin. Et c'est le premier qui a montré que en fait, la vie pouvait être détectée simplement en regardant la polarisation de la lumière qui vient. Donc, on a la polarisation, on a la chimie, puis on a les morceaux, et puis qui sait, un jour, on va ramener un morceau de Mars, on va l'ouvrir, puis il y a une fourmi qui va sortir. Ah, il n'y aura plus de débat, là. On va juste être sûr que la fourmi n'est pas venue avec les astronautes. Alors, justement, grâce à ces questions, l'astrophysique fait rêver un public très large. C'est l'exploration de territoires inconnus et fantasmés. Cependant, les résultats qu'elle obtient n'ont pas d'application concrète, directe. On peut donc la rattacher aux sciences fondamentales. Quelle est donc l'utilité d'une telle science? Pourquoi la pratiquer et surtout, pourquoi la financer? Alors là, c'est tout faux. C'est tout faux. L'astrophysique, probablement a la chance d'avoir le meilleur laboratoire universel sur Terre.
c'est l'espace. Les conditions que vous allez retrouver dans l'espace ne sont pas égalées dans aucun laboratoire terrestre. Donc en fait, l'astronomie a une très longue histoire de démonstrateur des lois de la physique. On va commencer Newton pour établir sa loi de la gravité, qui est étudiée, j'imagine, ici dans cette école quand ils veulent faire un bâtiment, autrement il y a un truc qui s'écroule. Il a utilisé l'astronomie, parce qu'en observant les planètes, on arrive à déduire des lois générales qu'on peut appliquer après sur Terre. C'est un des exemples. Plus récemment, il y a d'autres exemples. Einstein, par exemple, va tester et valider sa théorie du temps relatif sur un transit de Vénus. On va utiliser l'astronomie encore une fois parce qu'on ne peut pas faire cette expérience sur Terre. On va pousser encore plus loin. On parle maintenant d'ondes gravitationnelles. C'est impossible de créer des ondes gravitationnelles sur Terre. Oui, on pourrait avec une bombe atomique, mais c'est très dur à faire. L'espace vous donne plein de chances de le faire. Et donc, vous allez pouvoir justement explorer la physique. Alors, vous me direz, à quoi servent les lois d'Einstein ? Quand vous promenez dans une ville, votre GPS, il ne marcherait pas sans Einstein. Donc, en fait, vous ne réalisez pas tout ce que vous avez dans votre poche, votre téléphone, tous vos vêtements, n'existeraient pas actuellement sans avoir fait ces lois de la chimie et de la physique. Et puis, beaucoup sont trouvés grâce au laboratoire de l'univers. Donc, c'est l'utilité de l'astrophysique. C'est qu'elle va explorer l'univers et nous apporter des connaissances qu'on va après arriver à répliquer. Puis après, on va développer des nouvelles choses qui n'existent pas dans l'univers. C'est la première utilité. La deuxième chose, évidemment, il y a un élément plus philosophique. On a toujours été une espèce curieuse. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir les choses. Peut-être c'est lié au fait qu'on sait qu'on va mourir. On a besoin de savoir. Il y a peut-être des éléments aussi, peut-être métaphysiques qui viennent là avec. Donc, on est curieux. On a toujours été curieux de l'univers. L'univers a servi de mythe. C'est pas par hasard. Il a toujours été au-dessus de nos têtes. Avant d'avoir l'électricité et la lumière, on n'avait que ça à voir durant la nuit. C'était très, très noir. Heureusement qu'il y avait de temps en temps la Lune. Heureusement qu'il y avait même pas la Lune, on pouvait imaginer les choses se passaient dans le ciel. Donc on a toujours eu cette relation un peu presque métaphysique avec l'univers, parce que justement c'est au-dessus de nos têtes la moitié du temps de notre vie, si on dort pas toute la nuit. Donc quand je pense de dire que c'est inutile, c'est complètement faux. Maintenant, il y a des tas de développements spécifiques. Il y a une longue liste d'exemples qui montrent que tel outil, telle chose n'aurait jamais vu le jour sans l'idée des programmes spatiaux. Je prends toujours l'exemple le plus fameux parce que c'est un exemple célèbre en Suisse, c'est le Velcro. Le Velcro, c'est l'exemple parfait d'un programme spatial. La NASA cherchait un moyen simple pour accrocher des choses dans leur fusée. Ils ne savaient pas comment il faut faire. Ils ont fait un appel d'offres général. Un paysan suisse qui avait bien observé la nature avait réalisé que, vous savez, ces fleurs peuvent s'accrocher comme ça, elles accrochent leurs petits... Il a dit, on va pouvoir le faire. Ils ont fait un processus industriel en plastique pour le faire. Il est arrivé avec le Velcro, il a gagné le contrat. Maintenant, le Velcro, vous l'avez partout, des vêtements partout. C'est un exemple anecdotique que je vous montre. Donc l'idée de l'utilité pratique de la connaissance, il est partout. Maintenant, si vous pensez à des choses plus spécifiques, ce qu'on appelle de la science dite appliquée, c'est un abus de langage. Je pense qu'il n'y a pas de science appliquée en soi. La science est applicable, par définition. Alors maintenant, on peut avoir des programmes plus spécifiques, vous allez poser des questions plus spécifiques. Il faut qu'il y ait un train qui est plus vite. On parlait de train avant. Donc là, vous êtes dans un problème d'ingénierie, puis vous posez la question comment certaines connaissances technologiques peuvent répondre à cette question. Mais quand vous parlez de la connaissance, découvrir quelque chose de neuf, a priori, ça n'a pas d'application. La fibre optique a été inventée sans application au tout début. Maintenant, sans fibre optique, on n'aurait pas d'Internet dans le monde. Donc, vous voyez, ce genre d'éléments-là. Donc, malheureusement, c'est faux de dire que c'est inutile. Pour vous, pas pour nous. Merci beaucoup. Beaucoup de concepts scientifiques modernes paraissent contre-intuitifs, en tout cas difficiles à appréhender, comme l'expansion de l'univers, la superposition des états ou l'incertitude de la mesure en physique quantique. Pensez-vous que la science sera toujours capable de nous faire progresser dans notre compréhension du monde, ou qu'elle sera un jour bloquée par les limitations du cerveau humain ? C'est une question difficile. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu les limites, parce que c'est plutôt le contraire. On est plutôt en train d'accélérer. D'ailleurs, ce qui est une source de stress, je pense, pour la société. Il y a un décalage maintenant entre la connaissance et la compréhension du monde qu'on a, ce qui donne des réactions de rejet par rapport simplement au fait de la connaissance, de rejeter de la connaissance. Je ne sais pas. C'est une très bonne question.
c'est une question après qui devient presque métaphysique, parce que est-ce que quand vous êtes dans quelque chose, vous pouvez comprendre de l'intérieur quelque chose? Donc est-ce qu'il y a une limite pour la compréhension de l'univers? Si vous me demandez ce qu'il y a en dehors de l'univers, c'est clair qu'on ne saura pas, parce qu'on ne peut pas accéder à cette dimension. Maintenant, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Donc la fascinante magie de notre cerveau, qui est un outil phénoménal, avec tous ses défauts, hein, évidemment, mais un outil phénoménal, a permis de développer des concepts, et l'expression absolue, c'est peut-être les mathématiques dans cette compréhension-là du monde, mais on a des concepts complètement abstraits, on a des concepts de beauté, d'art, de musique, on a des tas de choses qui sont des développements extrêmes de ce qu'on observe dans la nature, nous donnent des capacités phénoménales. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les limites du cerveau, ce qui est une bonne nouvelle quelque part. Alors, puisqu'on a parlé de limitation, on va parler maintenant de régulation. Donc, l'Europe produit parfois des résultats enthousiasmants, mais elle accuse un retard, ou en tout cas est accusée d'avoir certains retards dans de nouvelles technologies comme l'IA par exemple. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, l'Europe aujourd'hui d'être une superpuissance scientifique? Absolument rien. Je pense que l'Europe a probablement le meilleur système éducatif au monde actuellement, et en particulier la France, qui a un système incroyable. Je sais que vous êtes tous très critiques par rapport à l'école française, je sais, j'ai lu les journaux aussi, mais allez dans d'autres pays, allez voir un peu ce qui se passe. J'entends l'Europe, en général, a une qualité dans l'enseignement, et celui en est la preuve, exceptionnelle. Il y a une production de cerveau exceptionnelle. Donc, ce n'est pas tellement de produire après des gens créatifs, c'est peut-être de permettre l'expression de cette créativité. Et là, peut-être, il y a une approche en Europe qui est peut-être un peu différente dans d'autres pays. C'est vrai que c'est des sociétés peut-être plus régulées, des sociétés qui sont un peu plus anciennes, peut-être aussi des sociétés toujours un peu traumatisées par la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, on voit tous ces débats actuellement, on dit bon, maintenant le monde change, on ne peut plus vivre sur le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, probablement, l'Europe n'a pas peut-être assez développé son temps après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il faut quand même réaliser que ces deux guerres qui se sont réalisées au XXe siècle, ça a été l'harakiri totale des sociétés européennes. L'Europe ne pouvait pas faire mieux pour se détruire elle-même quand on voit ce qui se passait avant. Et je pense qu'elle n'a pas encore bien reconstruit par rapport à ça. Il y a beaucoup de tentatives, mais elle ne s'est pas encore reconstruite. Maintenant, au niveau des talents, moi, je n'ai absolument pas peur. Tous les talents sont là. Peut-être les conditions économiques n'ont pas encore été complètement réalisées pour le faire. Moi, je suis assez optimiste, globalement. J'ai la chance de vivre dans un pays, la Suisse, qui finalement a un développement économique très fort. Donc, ça montre que c'est possible au sein de l'Europe, avec toutes les limitations, en plus avec un franc qui est beaucoup trop cher. Je vois ce qui se passe en Angleterre, je vois la difficulté qu'ils ont quelque part à aller au-delà des situations politiques qu'ils ont créées eux-mêmes. Hein. Il y avait déjà l'après-guerre, puis le Brexit, etc. Mais les talents sont toujours là, les gens sont toujours là. Donc tôt ou tard, c'est vraiment au niveau des sociétés de décider ce qu'elles veulent faire, je pense. Mais les talents sont là, donc on ne peut pas mettre la faute sur les talents, en tout cas. On peut mettre la faute sur les politiques, si vous voulez. En parlant donc des sociétés et de la science, on constate dans les enquêtes d'opinion une perte de confiance généralisée dans la science qui va même au-delà du complotisme. Les scientifiques sont assez peu audibles dans le débat public, même lorsque cela relève de leur domaine d'expertise. Quelle en est selon vous la cause et comment y remédier? Alors pour moi, il y a deux causes. Pour moi. La première cause, c'est notre faute. Je pense que les scientifiques sont malheureusement pas assez engagés dans la société. Et pas uniquement faire des conférences comme ça. Moi, je rêverais d'avoir plus de scientifiques au Parlement, président de la République. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue aussi. Moi, je raconte toujours l'histoire il y a eu un cas en Suisse, il y avait un médecin qui a été parlementaire. Et il raconte, quand il quitte le Parlement, il dit « Mon rôle mon plus utile en tant que médecin, ça a été mes 8 ans au Parlement ». Puis ils disent « Comment ça se fait? Vous avez été 30 ans médecin, vous avez soigné tellement de gens. » Oui, j'ai soigné beaucoup de gens. Mais en étant au Parlement, j'ai fait voter une loi qui a sauvé des millions de gens. C'était la loi pour arrêter les fumées dans les restaurants. Oui, c'est un des exemples. Donc, vous voyez, le problème, c'est peut-être ça. On ne peut pas séparer la société. Les scientifiques font partie de la société, mais des fois, peut-être, ils l'ont un peu oublié. Donc moi, je pense que c'est de la faute des scientifiques, c'est de notre faute. On devrait être plus engagé dans le débat politique. Il y en a qui ont essayé. Je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer et il faut peut-être envoyer ça comme message à tous les étudiants dans les écoles.
êtes-vous engagé dans le débat politique? Ça peut aussi aller d'écrire dans les journaux, vous voyez, ça ne peut pas forcément être parlementaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je le disais, on vit un moment crucial dans la société où on a, à cause de l'accélération de la connaissance, une division de la société en deux groupes, ceux qui comprennent plus ou moins ce qui se passe et ceux qui ne comprennent pas. Malheureusement, ça se sépare de plus en plus, et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On se retire dans notre coquille. Donc on a maintenant une situation de rejet, on dirait épidermique, de la connaissance. Mais ce n'est pas uniquement la physique, hein. Ça va en psychologie sociale, ça va même le rejet de l'histoire, ça va même au-delà de ça. On veut même plus savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, c'est vraiment un très gros problème de société qui ne va pas être traité facilement, qui devra être traité avec plusieurs initiatives. Une d'entre elles, moi je pense qu'on devrait investir beaucoup plus sérieusement dans la compréhension des sociétés. Et quand je dis ça, je parle de psychologie sociale. Je pense qu'il n'y a pas assez de financement de la psychologie sociale, c'est peu connu en général. On devrait avoir plus de talent parce qu'on peut, en comprenant mieux, on arriverait un peu à soigner. On est un peu des grands malades, en fait, en termes de société. Donc, je pense qu'on a un vrai problème, et ça ne sert à rien d'ostraciser, de dire « oui, c'est leur faute, c'est leur faute ». Je pense qu'on a vraiment tous ici notre pierre à jouer, et on a tous, à différents niveaux, au niveau familial, aussi un jeu à jouer. Parce que certains sont plus intéressés à la science, d'autres le sont moins. C'est le premier lieu de débat, c'est la table de repas à Noël ou quand vous voulez. C'est le moment pour commencer. Donc, on devrait tous se poser la question: comment on gère la connaissance et qu'est-ce qu'on en fait et quel est son usage? Et ça, c'est un grand problème actuellement. Merci Didier Queloz. On va prendre à présent les questions du public. Monsieur, vous avez levé la main, et ensuite, monsieur, on va vous donner un micro tout de suite. Vos enfants sont scientifiques, Didier? Discussion autour de la table, vous avez convaincu? Oui, alors oui, ils le sont, mais en fait, c'est très intéressant d'ailleurs. Vous voulez qu'on en parle? Là, je disais ça pour vous taquiner, mais on ouvre le débat, oui. Oui, mais mes enfants ont fait des études qu'on va qualifier de scientifiques, presque tous. Mais en fait, il n'y en a qu'une actuellement qui continue dans une carrière purement scientifique, c'est celle qui a choisi de faire de la psychologie sociale, en l'occurrence. Mais bon, un de mes fils a fait la chimie, c'est très intéressant. Il a fait la chimie, brillant, a fait une thèse, etc. Puis il m'a dit non, moi, le mieux pour moi pour faire de la chimie, c'est de partir dans l'industrie. C'était pas de continuer, c'est là où je peux être le plus utile. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Le message que j'essaye de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un scientifique dans votre laboratoire du CNRS pour faire de la science. En fait, quand vous avez une culture scientifique, quand vous avez une éducation scientifique, votre rôle, c'est justement de représenter cette culture et cette éducation. Il y a 100 ans, l'élite apprenait le latin, le grec, on connaissait les classiques, on connaissait l'histoire, il y avait une sorte... Voilà, c'était partie de la tradition. Maintenant, ça a changé. La science a pris une place beaucoup plus importante, à juste titre, parce que notre société est devenue scientifique. Tout est scientifique. Votre voiture marche avec la science, les lumières ici, la communication, votre téléphone, tout est comme ça. Donc en fait, on est dans une phase de transition où on devrait peut-être mieux accepter notre rôle de partager cette connaissance. Et il n'y a pas besoin d'être un chercheur. Il n'y a surtout pas besoin d'être un prix Nobel pour parler de science. Sinon, on serait bien peu. Monsieur, votre question. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au principe de dissymétrie qui est utilisé par Pasteur pour marquer le vivant. Bon, ce principe a été généralisé ensuite par Vernadsky pour la biosphère. Maintenant, voilà, l'astrophysique. Est-ce qu'il y a des travaux pour traquer des signes de dissymétrie dans votre domaine? Oui, alors absolument. Moi, j'ai un collègue qui développe des instruments qui vont être embarqués sur des sondes. L'idée, c'est d'aller utiliser ça, en tout cas dans le système solaire. Donc, on peut penser à... Bon, on peut penser aux grosses planètes, mais on peut penser aussi aux satellites de planètes géantes, Titan, on peut penser à Enceladus, c'est un cas précis. Donc, il y a vraiment l'idée d'essayer d'utiliser ce principe, en se disant que ça ne vient pas par hasard. Alors, il y a eu récemment ces résultats de morceaux de comètes qui sont revenus avec des résultats contradictoires. Certains semblent dire non, ils n'ont rien détecté. Certains disent oui, mais quand même un petit peu. Donc, c'est un débat très ouvert qui est très intéressant parce que s'il y a de la symétrie dans les comètes, ça veut dire qu'il y a une partie de la solution de l'origine de la vie qui se trouve dans l'espace, donc une sorte de préformatage dans l'espace. Ou alors, s'il n'y en a pas,
Ça veut dire qu'on fait des structures de type acide aminé dans l'espace, mais sans ce jeu de symétrie après en les combinant ensemble. Donc c'est vraiment un problème terrestre. Donc c'est un problème dans des conditions terrestres. Donc la gamme des possibles pour créer la vie se restreint. Et ça, c'est le genre de choses qui se fait et qui va se faire, parce qu'il y a encore d'autres missions qui sont prévues. C'est un des exemples de cette utilisation. Une autre question? On vous fait passer le micro et on vous écoute. Rapprochez bien le micro, Didier, qu'on vous entende Oui, bien. pardon, c'est juste. C'est pas Il y très... a des gens qui vous regardent en ligne aussi, c'est pour ça. Bonjour. Oui. Ils n'entendent pas si vous ne parlez pas dans le micro. On vous écoute, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, notre étoile la plus proche, si je me rappelle bien, c'est Proxima du Centaure. Correct. On doit être à 4 ou 5 années-lumière. Correct. Si nous avons la chance de trouver une forme de vie intelligente, elle sera vraisemblablement au-delà d'une centaine d'années-lumière, voire plus. Donc, qu'est-ce qui est le plus frustrant? Ne pas être encore à même de trouver une forme intelligente de vie, ou bien de la détecter, mais si elle est au-delà d'une centaine d'années-lumière, ça veut dire qu'avant de recevoir le portrait d'un extraterrestre, il faudra attendre au moins 200 ans. Ouais. Et donc Barack Obama va être frustré. Je pense que Barack Obama ne s'attend pas à avoir un contact radio, une discussion avec un extraterrestre. Je pense qu'il est plus intéressé à ce qui se passe sur Mars, j'imagine. Donc, il n'y a aucune frustration. Je pense que le fait qu'on a déjà la possibilité de détecter de la vie dans le système solaire, en dehors de la Terre, est déjà extraordinaire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. La possibilité de détecter déjà des atmosphères sur ces planètes, rien que le fait qu'il y a de l'eau. C'est l'eau, il y en a partout, hein, quand vous observez la formation des étoiles. Très facile, oxygène, c'est le carbone, azote, oxygène, c'est 6CNO, c'est produit en masse dans les étoiles à partir d'une certaine masse. Donc il y en a beaucoup, c'est très commun. On l'observe partout. Donc on sait qu'il y a de l'eau dans les nuages moléculaires qui forment les étoiles et les planètes. Mais après, la faire arriver sur des planètes, la faire rester, c'est une question plus ouverte. Vénus, par exemple, n'a plus d'eau. Donc, on est plutôt dans une démarche plus systématique et rationnelle, plutôt que le sorte de jeu de loterie. Oh, on va écouter les extraterrestres, qu'a fait un peu le programme SETI pendant longtemps. Donc, SETI a cherché, et continue de le faire, ils sont un peu plus loin maintenant, un signe, on va dire, de civilisation. Alors, pas uniquement dans la radio, ils cherchent aussi des signes visuels, parce qu'ils se disent que la radio, c'est tellement éphémère dans l'histoire d'une civilisation, à juste titre. On est bientôt radio silence, maintenant. Il n'y a plus de radio, on fait tout avec des fibres optiques. Donc, la seule manière de nous voir, ce serait plutôt d'être activement, d'envoyer des signaux. Ce qu'ils font, d'ailleurs. Ce qui fait peur à certains, en disant « Ouh là là, on envoie des signaux, etc. » Ils ont dû lire, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, le problème des trois corps, écrit par ce Chinois. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là. Moi, je n'ai pas de frustration. Je pense que c'est un problème très, très compliqué. Et je pense actuellement que la possibilité d'avoir une civilisation extraterrestre dans la galaxie est proche de zéro. On est peut-être les seuls. Dernière question. On vous écoute, monsieur. Ça marche pas? Oui, ça marche, pardon. Oui, ça marche bien. Vous avez beaucoup parlé de psychologie sociale. Oui. C'est tout un programme. Et du coup, quelle est la maladie qu'on a collectivement? Ah, c'est pas une maladie. Et quel serait le programme pour... C'est pas une maladie. Alors le diagnostic. Ce qu'il faut bien regarder, c'est l'échelle temporelle. Notre espèce a... Alors après, on peut débattre. Allez, on va dire à 1 million d'années. On a commencé à activement agir sur la planète il y a environ 4 à 5 000 ans, avec l'agriculture. C'est le moment où on a commencé à prendre contrôle de notre planète, vraiment à changer, à vouloir prendre contrôle de la temporalité. On a organisé les sociétés. 5 000 ans, 1 million d'années. Donc, en fait, on n'a pas évolué. On est toujours les mêmes. Je dis toujours, vous imaginez une machine à remonter dans le temps, ce qui n'existe pas, mais imaginez qu'elle existe. Repartez 10 000 ans en arrière, allez voler un bébé, un nouveau-né. Pas très sympa, mais faites-le. Vous l'amenez là, vous le donnez à une famille, vous élevez le bébé. Si vous ne lui dites pas qu'il vient d'il y a 10 000 ans, il ne va même pas s'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas changé. On est les mêmes. Notre cerveau est le même. Il n'a pas changé du tout. Donc, il a le résultat de l'évolution qui nous a créés comme on est. Extrêmement, beaucoup de succès. Alors, on est agressif plus que tout le monde, on est méchant. Alors, ce qui nous sauve, c'est qu'on est collectif, parce qu'on se rend compte que tout seul, on n'est pas très fort. Évidemment, face à un tigre, c'est mieux d'être une dizaine. Donc, on a quand même cette idée, on va être en groupe, on a quand même ce sentiment grégaire, on est bien ensemble, mais pas trop, parce que si c'est trop, on n'arrive plus à comprendre, on devient stressé.
l'expérience de rat dans le laboratoire. Donc, il y a tout un équilibre ici. Donc, en fait, 10 personnes, 20 personnes ensemble, c'est le petit village, c'est parfait. On va détester le village suivant, on va rêver d'aller l'attaquer, lui piquer tout ce qu'il a. Ça, c'est le début de l'agriculture. Comme il faut faire mélanger un peu les gènes, on va en général voler les femmes. C'est bien, parce que souvent, elles ne sont pas d'accord, mais on s'en fiche, on les prend quand même. Vous voyez, c'est ce qu'on est. On est des animaux de l'évolution. On est comme ça. Mais maintenant, avec le bouton thermonucléaire. Voilà. Mais on est les mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là que la psychologie est intéressante, parce qu'elle nous permet de comprendre comment est notre cerveau, comment il prend ses décisions, comment il opère, puis essayer d'influencer, je dirais. Alors, je sais que c'est délicat, parce que on touche le libre arbitre à ce moment-là. On se dit, ouh, mais attention au libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est ce que je vous raconte. Alors, où on met la limite? C'est les fameux débats Rousseau-Voltaire, le beau sauvage et tout. On est dans cette dynamique-là. Simplement, on a des outils extraordinaires qui ont permis de comprendre mieux comment on marche. Et il y a eu un grand nombre de prix Nobel d'économie, en fait, qui ont étudié ça. Parce qu'évidemment, ils étaient très intéressés de savoir comment les décisions se prennent, comment on peut structurer une entreprise. Et il y a plusieurs prix Nobel d'économie qui ont basé, justement, leurs travaux sur la compréhension du cerveau humain, comment on fonctionne en société. Et ça, je pense que c'est le seul moyen pour notre espèce de survivre. C'est d'augmenter la connaissance de notre société. Comment vous expliquer qu'après un match de football, les gens deviennent fous furieux et commencent à se taper dessus. Quand on les voit dans la rue, c'est monsieur tout le monde. Il y a des histoires, on se dit, mais comment ça se fait qu'on puisse devenir complètement fou? Comment ça se fait que des gens puissent sortir des tranchées en 14-18, puis face à des balles qui leur arrivent dessus? Mais c'est de la folie quand on y pense. Donc on a cette sorte de folie comme ça dans notre cerveau. Et je pense que quand on n'aura pas bien compris ça et pas bien géré ça, on restera en danger phénoménal, énorme pour nous-mêmes. Merci Didier Queloz, bravo à vous. Merci cher public. Il est temps de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve à 14h pour parler du mythe de l'avantage. Où en est vraiment l'informatique quantique? À tout à l'heure.